Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 7 mai, 49 jours depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire au Maroc et depuis, des modes de vie ont été chamboulés, des habitudes de consommation métamorphosées. Résultat logique, les investissements publicitaires fondent comme neige au soleil et perdent près du tiers en une semaine seulement depuis le début du mois de Ramadan et ce, tous canaux confondus, en sachant que pour certains, c'est la réelle hécatombe. Difficile en revanche de mesurer la réelle ampleur des dégâts collatéraux d'une telle baisse dans les stratégies de communication des marques, surtout que nul ne peut prédire la fin exacte de cette crise qui coïncide, rappelons-le encore une fois, de surcroît avec le mois de Ramadan, véritable pic d'audience et donc haute saison pour les annonceurs. Quid donc du diagnostic de ce marché et des plans de sortie de crise avec le président du groupement des annonceurs du Maroc, Youssef Cheikhi. Ce sera en deuxième partie d'émission. Mais avant, à quoi ressemblera le monde de demain? Les scénarios sont multiples, parfois complotistes, altermondialistes, voire même tristes. Avec un constat commun, le monde de l'après-Covid sera différent. Alors comment? Élément de réponse pragmatique avec notre premier invité, l'économiste Ahmed Azerar. Et avant de poser nos questions au professeur Azerar, je vous laisse avec ce papier d'Anissa Araou qui revient sur le coût économique de la pandémie dans le monde, des dégâts phénoménaux à l'Est comme à l'Ouest. En termes de développement économique, il y aura un avant et un après coronavirus. La mondialisation, la surconsommation, l'hégémonie du pétrole ou la finance folle ont du plomb dans l'aile. Mais pour l'heure, place au constat économique de la pandémie. Après 10 années de croissance ininterrompue, les États-Unis ont annoncé mercredi un recul de leur PIB de 4,8% en rythme annuel pour le premier trimestre de l'année. Ceci alors que plus de 26 millions de personnes se sont inscrites au chômage ces dernières semaines, du jamais vu. Il s'agit de la plus importante baisse du PIB depuis le dernier trimestre 2008, quand les États-Unis s'enfonçaient dans la crise financière. Le gouvernement allemand s'attend, lui, à la pire récession depuis le début des calculs en 1970, avec une baisse du PIB de 6,3% cette année. Le trafic aérien mondial, quant à lui, a enregistré en mars la plus forte baisse de son histoire récente, avec une chute de 52,9% par rapport à l'an dernier, retombant au niveau de 2006. Selon une nouvelle étude de l'Organisation internationale du travail, 1,6 milliard de personnes dans le monde risquent de perdre leurs moyens de subsistance au cours de ce deuxième trimestre en raison de la pandémie. Il faut donc s'attendre à un impact énorme en matière de pauvreté. Dans ce contexte, l'urgence du déconfinement s'impose de jour en jour, au risque pourtant de relancer la pandémie. Et en attendant ce déconfinement chez nous comme dans d'autres pays qui, on le sait déjà, on connaît la date du déconfinement chez eux, on établit le contact via Skype à partir de Casablanca avec le professeur économiste Ahmed Azerar. Bonsoir professeur. Bonsoir à vous, bon Ramadan à vous et aux téléspectateurs. Merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Alors, professeur, après chaque cataclysme mondial, on remarque qu'il y a un nouvel ordre mondial qui voit le jour. Il y a l'après-Deuxième Guerre mondiale, il y a l'après-1989 avec la chute du mur de Berlin. Est-ce que la pandémie de coronavirus est comparable par rapport à ces deux cataclysmes géopolitiques toutefois ? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde a subi un choc. Et comme vous le dites, donc c'est un cataclysme, c'est des changements systémiques qui vont intervenir. Mais personne ne peut dire si tout cela va donner lieu à un nouvel ordre mondial. Alors, en tout cas, ce que l'on craint, c'est qu'il y ait beaucoup de désordre avant que l'on puisse avoir véritablement un ordre mondial sur lequel tout le monde va devoir, bien sûr, être d'accord et négocier, parce que il y aura certainement, comme vous le suivez, il y a déjà une guerre commerciale qui est là, il y a une guerre autour
autour des aspects sanitaires et de Covid-19 entre de grandes superpuissances. Il y a des intérêts financiers importants qui sont en jeu. Donc tout ça, et puis il y a également des critiques importantes qui ont été faites aux organisations internationales, y compris celle qui est au front, donc l'OMS, au point que les États-Unis donc, ont claqué la porte, enfin, du moins, elles ont soustrait le soutien qu'elles donnent, justement. Alors, tout ça fait craindre, bien entendu, que l'on ne puisse avoir énormément de désordre, des désordres sûrement qui n'iront pas jusqu'à des déflagrations militaires, et encore parce que tout est possible. Alors, dans le passé, il y a eu quand même un certain nombre de guerres entre puissances économiques, mais pas directement entre elles, mais sur des régions lointaines, des partenaires. Alors, je vous fais souvenir donc de ce qui s'est passé entre les USA et la Russie sur l'Afghanistan, bien avant donc entre le Japon et les USA donc sur la Corée, etc. Donc, l'on craint qu'il puisse y avoir donc des choses de ce genre, mais en tout cas, la guerre commerciale est là. Et la guerre pétrolière aussi, la guerre technologique, n'oublions pas la guerre pétrolière qui a fait que depuis quelques temps maintenant, et ça s'est exacerbé bien sûr avec cette crise du coronavirus qui a induit à une baisse de la demande et donc du coup à un surstock de mannes pétrolières et du coup à la chute du prix du pétrole. Mais est-ce que si on devait parler de leçons justement, de leçons plutôt à tirer de cette crise aujourd'hui, professeur Azirad, que ce soit au niveau mondial, mais aussi au niveau national ici au Maroc? Alors, puisque je n'ai pas suffisamment de temps, moi je préférerais donc parler plutôt de manière concrète sur le Maroc. Alors, il y a des enseignements importants, des enseignements, et cela donc va vous faire voir un petit peu donc un soubassement mondial et régional. Donc, il y a eu des forces importantes au Maroc qui se sont éclos, et notamment donc la première et la plus importante, c'est que cette crise a révélé un leadership important au Maroc, un leadership d'État qui, bien sûr, fait même leçon chez des pays, y compris des pays développés. Donc c'est important qu'il y ait ce leadership de taille et qui a été sage, qui a été rapide, qui a été en mesure de mettre sur pied un programme intégré et donc il a géré bien entendu dans tous ces aspects, y compris le sécuritaire, la communication, etc. Alors, il y a aussi le lien social solide qui s'est traduit. Donc, il y a eu un petit peu d'hésitation au départ parce que les gens n'avaient pas encore compris que c'était sérieux. Et donc, il a fallu que l'État synchronise les choses. Et donc, il y a eu, et ça, c'est une flamme véritablement qui vient de s'allumer. Il faudrait naturellement qu'on la maintienne. Et puis, il y a, et ça, c'est aussi quelque chose de très réjouissant, l'administration et le secteur privé ont fait preuve d'une agilité incroyable, puisque l'administration a fait des évolutions monstres dans un certain nombre, y compris dans le digital, dans le traitement du social, etc. etc. Donc ça, c'est des choses vraiment bénéfiques. Mais malheureusement, il y a aussi des faiblesses. Et donc, nous avons la première chose qui s'est révélée à travers Covid-19, ce sont les difficultés sociales. Donc, nous avons des fragilités sociales. Alors, la preuve, il a fallu que l'État soutienne plus de 5 millions, 5 millions de familles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter et il faut naturellement penser à ça pour que ce tissu social puisse se consolider davantage et de manière pérenne. Et puis, deuxièmement, il y a aussi la problématique de notre tissu économique. Il est fragile, il est petit, relativement 260 000 entreprises qui sont enregistrées auprès de la CNSS,
Et puis, c'est des entreprises qui ont montré pour la majorité, plus de 50%, qu'elles sont fragiles financièrement, qu'elles ont besoin du soutien, qu'elles ont déclaré des gens au chômage. Mais professeur Azirar, je me permets de vous interrompre. Il y a des pays, il y a la 6e puissance mondiale qui est la France, qui est dans la même situation, ou en tout cas les mêmes faiblesses, notamment pour le tissu entrepreneurial, vu que les carnets de commandes sont tout simplement vides. Parlons de la première puissance économique mondiale, c'est la même chose. Je veux dire, le Maroc, quand même, au vu de son potentiel économique et de ses recettes, tire quand même son épingle du jeu de manière assez pragmatique et couvrant justement ce nombre que vous avez cité de familles notamment qui opèrent dans l'informel. Oui, absolument. Sauf que chez nous, donc nous avons eu l'habitude depuis un certain nombre d'années d'avoir des niches sociales éparses et nous n'avons pas encore réussi à mettre tout ça en musique pour que l'on puisse cibler de manière importante les gens nécessiteux et qu'on en finisse justement avec cette problématique. Alors, vous avez vu que l'administration a réussi très rapidement à traiter ce problème et ce qui est particulier pour nous, c'est que nous n'avons pas les moyens des pays développés. Alors, vous savez pourquoi? C'est justement cette deuxième faiblesse dont je parlais, c'est que notre économie est encore fragile et nos entreprises sont fragiles. Nos investissements ne produisent pas suffisamment de rentabilité pour qu'on puisse bien sûr dégager un cash flow suffisant, pour qu'on puisse avoir les ressources suffisantes. Alors comment envisagez-vous justement ces investissements pour l'après-Covid, pour qu'ils soient apporteurs de richesse et de valeur ajoutée pour le tissu économique marocain? Oui, alors l'objectif, c'est de bien sûr traiter nos faiblesses, nos dépendances actuelles. Alors, vous avez vu une dépendance alimentaire pour les produits de base, la dépendance sanitaire. Nous avons donc des équipements sanitaires qu'il faut prendre en main rapidement, dépendance commerciale, financière, puisque nous sommes dépendants du tourisme, des MRE et tout ça. Et puis des fragilités surtout au niveau de notre éducation, la recherche-développement et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer aujourd'hui à traiter les problèmes de court terme, mais il faut rapidement donc enchaîner sur un plan de relance important, suffisant, que l'État stratège, bien sûr, va initier et qu'il doit mettre tout le monde, bien sûr, au travail. Alors, dans quelle mesure? Donc, nous avons deux palettes d'actions. Nous avons le marché intérieur, et là, le marché intérieur, il faut absolument qu'on puisse le traiter. Nous avons déjà également entamé un ensemble de plans sectoriels. Il faudrait qu'on en finisse avec leur travail en silo. Il faut qu'on les mette en harmonie et qu'on les oriente de manière harmonisée pour qu'ils puissent relever justement les défis dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il faudrait aussi, donc nous avons les marchés extérieurs, et là, nous avons des chaînes de valeur mondiales sur lesquelles nous sommes bien sûr en prise. Alors là, il y a 3 cas de figure. Donc, nous sommes en train de travailler à l'IMIS, à l'IRES, etc., sur les stratégies futures. Alors, nous voyons donc d'ores et déjà que nous avons quand même 3 cas de figure. Nous avons des chaînes de valeur mondiales. Rapidement, professeur Azirar, il nous reste très peu de temps. Un peu moins d'une minute. Alors donc une minute, je disais que donc il y a des chaînes de valeur mondiales sur lesquelles il va falloir qu'on augmente notre valeur ajoutée nationale. Ce sont des chaînes qui vont continuer, c'est le cas donc du moins à court terme. Et puis il y a des chaînes de valeur qui vont se raccourcir. Là, nous avons des possibilités. Il faut que nous grappillons donc dans ces chaînons qui sont en train de rechercher de nouveaux havres et donc nous avons la possibilité. Et puis il y a des chaînes de valeur. Alors juste un mot parce que là... Vraiment brièvement, professeur Azirar, parce qu'il faut qu'on passe à la deuxième partie de l'émission. Alors, tout le monde est en concurrence. Il faudrait que nous soyons prêts, il faudrait que nos projets soient prêts. Il faudrait que l'on réussisse justement à attirer l'Occident, le Nord, à travers la Méditerranée et donc le Maroc vers l'Afrique. Et là, nous avons justement une mutation et une possibilité justement de tirer énormément d'affaires dans cette direction. Très bien, merci beaucoup professeur Azirar pour l'ensemble de vos éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous. Ça a été rapide, merci bien, merci bien. Oui, rapide, mais en tout cas l'essentiel a été dit. Voilà, c'est la fin de la première partie, à tout de suite pour entamer la deuxième.
Anissa Raoult revient sur les résultats de l'enquête du cabinet Imperium sur le marché de la publicité au Maroc en temps de Covid, un marché où les investissements publicitaires bruts ont chuté de 36% pour la seule semaine ou la première semaine du mois de Ramadan. Regardez, on revient avec notre invité pour décrypter ces chiffres. C'est un mois de Ramadan pas comme les autres que vivent les médias cette année. Les investissements publicitaires dans le pays durant les 7 premiers jours du mois de Ramadan dépassent à peine les 166 millions de dirhams, soit 36% de moins que l'année précédente. Aucun média n'échappe à cette tendance. La radio est le média le plus touché, avec une baisse de 50% comparée à la même période en 2019. Le digital, lui, enregistre une baisse de 45%. La télévision de 35%, la presse écrite de 33% et l'affichage, le média le moins touché, connaît une baisse de 25%. Le cinéma, quant à lui, est toujours en arrêt d'activité en raison de la crise du coronavirus. En termes de répartition budgétaire sur les différents médias, la tendance connaît quelques changements comparé au mois de Ramadan 2019. Cependant, les habitudes restent les mêmes. La télévision est toujours le média le plus plébiscité à hauteur de 64%, malgré une baisse de 2 points par rapport à 2019. Suivi de l'affichage avec 16% de part de marché, soit plus 2 points. La radio, elle, perd 3 points. Les secteurs investissent également moins cette année. Le secteur des télécommunications continue à être celui au plus fort taux d'investissement, mais baisse son budget publicitaire de 18%. Le secteur alimentaire, second plus grand investisseur sur cette période, connaît une décroissance du budget alloué à hauteur de 44%. Et pour commenter ces chiffres, se joint à nous le président du groupement des annonceurs du Maroc. Bonsoir Youssef Chéré. Bonsoir Khadija, bonsoir chers téléspectateurs. Alors déjà, peut-être un commentaire sur les chiffres qui viennent de nous être dévoilés dans le papier que vous venez d'écouter. Alors, sincèrement, je n'ai pas entendu la totalité en raison d'un souci technique. Alors, si vous deviez commenter les chiffres du marché publicitaire aujourd'hui, Youssef Chéré. Alors, donc les chiffres du marché publicitaire aujourd'hui, cette année 2020, c'est-à-dire on a commencé une année sur une tendance plutôt positive. Les 3 premiers mois de l'année, nous avons terminé le premier trimestre avec une croissance d'environ 3% du marché publicitaire, malgré l'impact de la crise du Covid qui a commencé à se sentir à partir de la deuxième moitié du mois de mars. Ce chiffre, cette augmentation trouve son explication dans l'effort de communication, dans les prises de parole des différents ministères et administrations publiques en termes d'information et de sensibilisation. Pendant le mois d'avril, effectivement, pendant ce mois, on a commencé à sentir la crise d'une manière plus prononcée. On peut parler d'une baisse des investissements publicitaires d'environ, on va dire 25%. Donc cette baisse des investissements publicitaires pendant ce mois, pendant cette période de confinement, trouve son explication dans l'impact de la crise sur les entreprises marocaines. Donc, on n'a qu'à regarder un peu l'étude de la CGM ou encore les chiffres de l'HCP, donc pour connaître un peu cet impact. Donc, malgré ça, donc il y a certaines entreprises c'est-à-dire qui ont été moins touchés par la crise, qui ont continué leur effort de communication, qui ont continué aussi leur effort de création de valeur et leur investissement publicitaire. D'autres, malheureusement, surtout lorsqu'il s'agit de secteurs qui sont carrément à l'arrêt, comme le cas du secteur touristique. On peut parler aussi du cas du secteur de l'automobile. Des événements, de grands événements qui sont aussi de grands annonceurs qui ont été annulés cette année. Donc voilà, c'est ce qui explique un peu la
Qu'en est-il du mois de cette Ramadan, tendance baissière. justement? La tendance baissière, s'est-elle accrue pendant le mois de Ramadan? Comme on vient de l'entendre, une baisse annuelle de l'ordre de plus de 36%. Est-ce que aujourd'hui, on va dire que le mois de Ramadan est très différent des autres mois par rapport à ce secteur de la publicité? Alors le mois de Ramadan, généralement, c'est un mois où on assiste à beaucoup d'investissements publicitaires, beaucoup de communications sont faites durant ce mois et qui profitent des audiences qui évoluent pendant ce mois. Difficile aujourd'hui de se prononcer et de comparer ce mois de Ramadan avec le mois de Ramadan précédent. On est à peine, c'est-à-dire on a à 10-12 jours du mois de Ramadan. Donc, par rapport à ces 10 premiers jours, donc on peut dire que effectivement, donc il y a une baisse de l'investissement publicitaire. Également, on peut observer que le nombre d'annonceurs présents cette année à travers des campagnes de communication a également baissé. Et donc, voilà, donc, ce sont les... Mais pourtant, les audiences ont augmenté. Je veux dire, les gens passent beaucoup plus de temps devant leur télévision, par exemple, ou devant leur smartphone ou PC ou tablette, plus que d'habitude, puisqu'ils sont confinés. Donc, il y a quand même... Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, justement, de se rattraper, puisque les gens sont là, justement, pour consommer de la publicité ? Absolument. Donc, pendant cette période de confinement, on a remarqué une évolution significative des audiences, que ce soit devant la télévision ou bien sur le digital. Donc, les annonceurs essayent de profiter de cette ambiance pour maintenir le contact avec leur public cible. Toutefois, comme je viens d'expliquer, donc il y a certaines entreprises qui sont complètement à l'arrêt. Il y a des entreprises qui sont en difficulté, des entreprises qui sont en train de jouer leur survie ou des entreprises qui sont en train de militer pour sauver leur emploi, tandis que, et on le voit très bien, certains annonceurs continuent à faire l'effort pour communiquer, pour rester plus proche de leur public cible à travers des offres, de la créativité, des offres intéressantes et innovantes pour continuer à créer de la valeur pendant cette période de confinement. Comme je viens de dire, on est à peine au premier tiers du mois de Ramadan. Je sais que certains annonceurs sont en train de préparer des campagnes. On va les voir bientôt, notamment à partir de la deuxième moitié du Ramadan. Donc voilà. Donc, alors justement, après, vous avez parlé pendant cette période d'urgence sanitaire, pendant cette période de confinement, et un marché aussi de la publicité qui n'a pas d'autre choix que de prendre le virage de l'innovation. Vous avez parlé d'innovation. Alors qu'en est-il justement pour l'après-Covid, même si on ne peut pas vraiment détailler ou donner une date exacte pour l'après-Covid, mais qu'en est-il pour le marché publicitaire au Maroc, l'avenir du marché publicitaire au Maroc après cette crise du Covid, bien évidemment, mais les opportunités à en tirer pour justement réussir cette transition vers plus d'innovation et un secteur de la publicité qui soit à l'air du temps, tout simplement. Voilà. Alors, pour déjà comparer un peu la situation du marché publicitaire ou le comportement des annonceurs, c'est-à-dire au Maroc par rapport au reste du monde, donc je citerai une étude qui a été menée par la WFA, la Fédération mondiale des annonceurs, dont le GAM est membre actif. Donc, cette étude a montré que 80% des annonceurs ont reporté, c'est-à-dire ont dû reporter leur campagne de communication. Il y en a ceux qui ont annoncé des reports de 1 ou 2 mois, un tiers qui a annoncé un report pour 3 mois et d'autres un report pour 6 mois. Ces mêmes annonceurs, ils ont annoncé qu'ils étaient en train d'adapter leur campagne ou de préparer de nouvelles campagnes qui s'adaptent à cette crise. Alors, pour l'après-Covid, moi je dirais que nous avons besoin de préparer cette
après-crise dès maintenant. Donc les consommateurs sont déjà en train de se projeter dans l'après-crise. Donc c'est le moment de communiquer, de rester en contact avec ces publics cibles pour préparer cette après-crise. Nous sommes en train de lancer une étude aux gammes auprès des annonceurs pour connaître un peu leur comportement, leur situation pendant cette crise, mais aussi leurs intentions pour l'après-crise. Nous reviendrons avec vous plus tard à la sortie des résultats de cette enquête. Merci beaucoup Youssef Cheikhri. Malheureusement, le temps de cette émission s'est écoulé. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour deux nouvelles thématiques et des questions que nous allons poser à nos experts. Merci à tous.